à ceux qui nous rejoignent, deuxième partie de cette émission avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et TV5 Monde. Et comme invité politique ce matin, en direct sur ce plateau, je reçois Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes ancienne ministre bien sûr, et pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour Oriane. Bonjour. Et bonjour Christelle Bertrand du groupe La Dépêche qui représente la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin, la PQR qui rediffusera votre interview, Nadine Morano, sur ses sites internet ce matin. On démarre avec l'actualité. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont rencontrés hier en Allemagne pour un conseil interministériel franco-allemand. Les deux leaders ont parlé d'une même voix. Est-ce que ça vous a rassuré, j'allais dire, sur la solidité du couple franco-allemand, cette conférence de presse? Notamment, on voit une photo derrière vous. C'est toujours important de voir à la fois la France et l'Allemagne côte à côte. Le couple franco-allemand, c'est le socle de l'Union européenne, ça doit en être la locomotive. Ensuite, quand j'entends le contenu, je suis moins séduite, parce qu'évidemment, vous savez que Madame Merkel est très en difficulté dans son pays s'agissant de la crise migratoire, que Emmanuel Macron ne prend pas les décisions non plus qui s'imposent. Et donc, face à ce sujet majeur qui préoccupe l'ensemble des peuples européens, et quand vous regardez les élections, d'ailleurs en Allemagne, quand plus de 90 députés d'extrême droite arrivent au Bundestag, en Allemagne, en Autriche, en Italie, et même au cœur de la campagne du Brexit, la question migratoire a été au cœur de ces débats et il faut le prendre avec beaucoup de sérieux parce que moi je soutiens le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Madame Merkel et je pense qu'il a raison de faire preuve de fermeté, tout comme Monsieur Salvini en Italie, que je soutiens également. Vous soutenez également? Mais évidemment, italien. Mais tous les peuples européens ne peuvent soutenir que cette politique. Alors justement, hier, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont décidé de refouler systématiquement les demandeurs d'asile dans le premier pays par lequel ils ont pénétré en Europe. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne fait pas peser un poids trop lourd, notamment sur des pays comme l'Italie? C'est la Convention de Dublin, c'est celle qui s'applique à l'heure actuelle. Ils ont décidé de l'appliquer stricto sensu, c'est une bonne idée? C'est appliqué, c'est appliqué. Quand vous voyez que ceux qui ont déposé leur demande d'asile en Italie ne peuvent pas passer la frontière en France, ils sont refusés. Justement, l'idée aujourd'hui, c'est de partager la charge entre les différents pays. Non, voilà, eux, ce qu'ils voudraient, en fait, c'est qu'il y ait plus de solidarité européenne. Et moi, je dis qu'il est insupportable et intolérable maintenant d'entendre systématiquement et toujours la culpabilisation de l'Union européenne, la culpabilisation de l'Europe, la culpabilisation des États membres, sans jamais se poser une seule fois la question de la responsabilité de l'Union africaine. Moi, la seule initiative qui m'aurait paru la plus sensée et la plus importante dans cette rencontre entre la France et l'Allemagne, c'était de proposer un sommet Union européenne-Union africaine. Vous savez que l'Union africaine existe. Elle est présidée par M. Kagame aujourd'hui, 55 États africains qui doivent eux aussi prendre leurs responsabilités. Nous finançons l'Union africaine, nous finançons le développement de l'Afrique à hauteur, rien que pour l'Afrique, l'Union européenne verse 17 milliards d'euros par an pour le développement. Et donc on paye de tous les côtés, les citoyens européens payent de tous les côtés, doivent supporter une immigration imposée et l'Union africaine s'en lave les mains. Eh bien, à un moment, stop. Quand vous avez le bateau qui est en mer, qui part de la Libye, la proximité la plus proche, les ports les plus proches, les côtes les plus proches, c'était le continent africain. C'était pas la peine de dire il faut venir jusqu'en Espagne. Quel pays pourrait accueillir Mais la Tunisie était le plus proche à ce moment-là. Et quand vous regardez ceux qui sont sur l'Aquarius, qui sont débarqués, sur les demandeurs d'asile, et quand vous regardez les demandes d'asile aussi qui ont été faites depuis 2018, enfin, ceux qui arrivent sur le continent européen, vous reprendrez l'Opinion qui fait un papier ce matin. D'abord, vous avez eu depuis janvier 2018 encore 800 morts en Méditerranée. Et ce discours d'appel d'air en disant « nous allons faire la solidarité entre les pays européens, nous allons vous accueillir », c'est une incitation à venir en Europe. Et donc, moralité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ces demandes d'asile et ceux qui arrivent, vous avez des Tunisiens, vous avez des Algériens,
Vous avez vu, enfin, ceux qui arrivent, c'est des gens qui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un devoir, oui, mais il y a un devoir d'humanité quand même, Nadine Morano? Certaines voix chez vous, au LR, je pense à Sophie Primas, sénatrice LR, disent qu'il y a un devoir d'humanité et qu'on aurait dû ouvrir l'un des ports à l'Aquarius. Non, moi je pense que le vrai devoir d'humanité, d'abord, ils sont sur un bateau humanitaire, il y avait donc des médecins à l'intérieur, ils ne sont pas sur un canot. La vraie humanité, c'est de se dire, pour un qui est sauvé avec ce discours irresponsable de l'Europe, combien d'autres vont périr en mer, Et donc, moi je dis, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut des solutions. Et les solutions, quelles sont-ils? D'abord, je l'ai dit, la responsabilisation de l'Union africaine, parce que les États membres de l'Afrique, responsables du départ de leur population, doivent prendre leur part, et on doit aussi les mettre devant leurs responsabilités. Vous avez évidemment des pays comme l'Érythrée, où c'est très difficile de vivre. On a bien compris sur l'Union africaine, mais... Il faut une solution européenne. Tout le monde est d'accord, mais est-ce que l'Union européenne peut se mettre d'accord sur une politique migratoire commune? Sur la solution européenne, encore une fois, je vais vous dire, c'est pas d'accueillir des migrants qui, au final, n'auraient pas envie de venir chez nous s'ils avaient de meilleures conditions de vie chez eux. Donc, la réalité, c'est que, encore une fois, la solution, elle se trouve là-bas. Et quand vous regardez le problème numéro 1, d'ailleurs, qui avait aussi été, mis, je vais dire par le coup, je vais choisir un mot à dessein, en lumière par Jean-Louis Borloo, c'est le problème de l'électrification du continent africain. C'est la première des priorités. Ensuite, vous avez un autre sujet, et je salue à votre micro les députés africains du Parlement panafricain, parce que nous avons un Parlement européen et il y a un Parlement panafricain. Et les députés africains, quand j'étais à leur session parlementaire il y a 3 semaines en Afrique du Sud, avec beaucoup de courage, ont traité de la problématique de ce manque de stabilité des pays africains et notamment la corruption. Alors quand l'Union africaine traitera ces problèmes, on n'aura plus à traiter les problèmes qui viennent d'un autre continent. Et ça, c'est pour ça que je dis maintenant stop à cette culpabilisation de l'Union européenne, stop à la culpabilisation des États membres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Salvini, maintenant, est devenu très populaire dans son pays, en Italie, que le ministre de l'Intérieur en Allemagne est très soutenu aussi par sa population et que Mme Merkel se retrouve en situation très, très compliquée. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres sortis sur l'augmentation de la criminalité en Allemagne, et notamment dû à des personnes qui viennent en situation illégale et qui sont des réfugiés, prenez les chiffres. Nous avons le devoir de protéger nos populations. Mais est-ce que ça veut dire une aide financière peut-être pour justement pour ou c'est suffisant, où l'Afrique peut se débrouiller toute seule Non, je pense que nous devons. Non, mais nous aidons déjà très massivement l'Afrique. Mais comme vous l'aurez vu, moi quand j'étais gamine à l'école, on parlait dans nos livres de géographie de l'Afrique avec les pays en voie de développement. Maintenant, je suis grand-mère, ça n'a pas changé beaucoup, et je trouve ça inacceptable. Donc la réalité, c'est que sans le développement de l'Afrique, sans la maîtrise de la démographie en Afrique, je vous rappelle qu'il y a 1,2 milliard d'habitants, plus de 700 millions d'habitants ont moins de 25 ans, c'est-à-dire 60% de la population. Si on ne fait rien, mais la vague migratoire, évidemment, va continuer. Donc ça veut dire être plus ferme. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec Donald Trump qui sépare les enfants des parents à la frontière? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces dispositifs existaient déjà sous M. Obama. Il applique la tolérance zéro, oui, comme il applique la tolérance zéro. Il envoie un message très fort, c'est-à-dire que d'abord, il sépare les enfants des parents de ceux qui sont trafiquants, parce que j'ai regardé ces conférences de presse, la conférence de presse qui a été donnée depuis la Maison-Blanche. Donc, il sépare les enfants des trafiquants qui sont reconnus comme des criminels. S'agissant de ceux qui arrivent en situation illégale ou qui sont illégaux, j'estime que c'est inacceptable de séparer les enfants de leurs parents. Nous avons des centres de rétention administrative où les enfants et les parents sont ensemble. Et là, et vous désapprouvez le président américain sur cette affaire? Oui, sur cette question-là, je ne suis pas en accord. Mais comme je n'étais pas en accord non plus avec Donald Trump lorsqu'il proposait au cours de sa campagne de construire un mur qui sépare les États-Unis avec le Mexique. C'est juste ridicule. Il vaut mieux essayer de trouver des solutions pour aider un pays à se développer et hisser le niveau de vie. D'ailleurs, c'est ce que nous avons réussi à faire avec l'Union européenne. L'Union européenne, en s'élargissant, a permis d'augmenter le niveau de vie des États membres. Rien de signé avec le Sénat, voilà.
Le Sénat examine en ce moment même le projet de loi Asile et Immigration. La droite sénatoriale a durci ce texte. Est-ce que pour vous, le projet de loi Collomb était trop laxiste? Oui, évidemment. Et les sénateurs ont eu raison pour avoir regardé un peu dans les travaux du Sénat et donc les initiatives des sénateurs de ma famille politique qui proposent la suppression de l'aide médicale d'État. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment, mais depuis longtemps. Mais ça nous coûte 1 milliard d'euros l'aide médicale d'État. Et je peux en même dire... temps, on a éradiqué comme ça certaines maladies qui étaient en train de revenir en France. Non, soyons sérieux. L'aide médicale d'État réservée aux étrangers, ça n'est plus possible. Il faut le réserver uniquement à une problématique d'urgence. Ensuite, donc moi je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État, comme je suis aussi pour les quotas de migrants, les plafonds, le plafond de quotas de migrants votés annuellement au Parlement, c'est indispensable. C'était dans le programme de François Fillon. Mais c'est indispensable, c'était la proposition aussi que j'avais faite depuis très longtemps. Le Parlement français doit voter chaque année un plafond d'immigration, enfin de migrants qu'il peut accepter sur son territoire en fonction des besoins en main-d'œuvre et en fonction aussi d'une répartition géographique. Je veux dire, les Français doivent pouvoir choisir leur immigration. On n'a pas à leur imposer une immigration. C'est Nadine Morano, la députée européenne, ancienne ministre, membre des Républicains, qui est notre invitée politique ce matin. On va parler politique. Laurent Wauquiez a démis Virginie Calmels, son ex-présidente, donc des Républicains maintenant, de ses fonctions. Est-ce qu'il y a de la place pour la critique encore chez les Républicains, ou est-ce qu'il faut que tout le monde marche d'un seul homme derrière Laurent Wauquiez? Non, mais vous savez, chez nous, il y a le débat, il y a la critique, mais pas sur... Pas longtemps. Non, c'est pas une question de pas longtemps. Le problème de Virginie Calmels, c'est que... Ça faisait pas longtemps qu'elle était vice-présidente. Oui, mais quand vous acceptez, vous souhaitez devenir numéro 2 d'un parti politique, mais que vous n'avez pas compris que celui qui préside, c'est le président élu par les militants, on n'était pas là dans une coprésidence. Le numéro 2, il est là pour épauler le numéro 1. Il n'est pas là pour le mettre les bâtons dans les roues. Il n'est pas là pour torpiller une opération nationale qui a très très bien marché dans toutes nos fédérations. Quand elle dit qu'elle n'a pas validé le document, c'est faire preuve d'une mauvaise foi absolue. Et d'ailleurs, je lui ai dit personnellement, je lui ai dit, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu ce document. Elle me dit, si, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas validé. Je lui ai dit, écoute, nous on l'a tous vu, comme toi. On a tous été d'accord sur la majorité de ce document. S'il y avait un mot, une virgule, un verbe à changer, enfin franchement, vous savez comment ça se passe. Mais plus généralement, vous acceptez qu'il y ait des critiques par rapport à la ligne Wauquiez ou pas du tout, à la direction de... Mais on a des débats, mais on va en avoir là juste après vous ce matin. On a une réunion de l'équipe dirigeante, on débat, puis vous savez, Laurent Wauquiez, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il n'a pas l'esprit de cour. Et Laurent, il aime beaucoup quand on lui parle cash et quand on lui dit la vérité. Et moi, à chaque fois que j'ai des conversations avec lui, je lui dis toujours ce que je pense. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui aime le débat et qui a tout fait pour rassembler sa famille politique. D'ailleurs, je rappelle qu'il a été candidat à cette présidence, que peu de ténors, on va dire, ou de chapeaux à plumes ont voulu tenter cette élection. Est-ce qu'il a vraiment tout fait pour rassembler? Quand Nicolas Sarkozy, hier, dit qu'il faut rassembler, est-ce que ce n'est pas une critique en creux de ce que fait Laurent Wauquiez? Non, je pense que c'est une critique c'est un conseil plutôt qu'une critique qui s'adresse à tout le monde, que ce soit à Valérie Pécresse, qui a voulu faire son mouvement associé qui ne sert à rien et contre lequel j'ai voté, parce que j'ai voté contre. J'estime que quand on est dans une famille politique, on doit être tous ensemble, dans la diversité et dans le travail. On n'a pas besoin de créer chacun ses petites chapelles. Donc ça vaut pour Valérie Pécresse, ça vaut pour Calmels, ça vaut pour Laurent qui est en charge d'une mission difficile de rassemblement, ça vaut pour nous tous. Mais en même temps, rassembler des gens qui ne veulent pas travailler ensemble... sa position, si elle veut créer sa chapelle, comme vous dites, elle doit le faire en dehors du parti? Non, je pense simplement que sa place est à l'intérieur des Républicains, que toutes les propositions et le travail doivent se faire à l'intérieur de cette équipe, de cette maison, comme nous le faisions avant, mais que penser dès la présidentielle finie à la présidentielle d'après, sans penser qu'il peut y avoir autre chose entre, et avoir à ce point les compétitions c'est des ambitions personnelles, évidemment. Enfin, vous pensez que quand elle a créé son mouvement, parce que comme elle disait que
elle ne voulait pas être candidate à la présidence des Républicains parce qu'elle avait pris l'engagement de se consacrer à sa région devant les électeurs. Et ben, ça l'a pas empêché de créer son petit parti dans lequel il est évidemment beaucoup plus facile, en choisissant quelques amis qui y participent, de s'auto-proclamer présidente. Donc forcément, elle choisit son petit parti. Après, elle fait un travail à côté. Moi, je veux pas d'un travail à côté. Je veux un travail tous ensemble. Et rassembler, ça s'adresse aussi à elle. Est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une clarification de la ligne politique des Républicains? Est-ce que rassembler, ça veut dire aussi s'ouvrir à Valérie Pécresse ou Virginie Calmel, ou est-ce que les Républicains n'ont pas besoin de se recentrer sur leur droite pour se retrouver aujourd'hui? Non, il n'y a pas de se recentrer ni quoi que ce soit. Tous les sujets doivent être abordés. Moi, j'ai lu les propositions de Valérie Pécresse sur l'Europe. Bon, il n'y a pas grand-chose de novateur, franchement. Ça méritera d'être bien discuté à Menton. Mais moi, je dis encore une fois, c'est pas Laurent Wauquiez qui doit être mis en cause. Je rappelle quand même que s'agissant du rassemblement, il avait proposé à Valérie Pécresse la présidence du Conseil national, qu'elle avait refusée. Quand vous tendez la main en permanence et qu'on vous tape dessus avec un marteau, à un moment, ça va bien. Il faut regarder celui qui tient le marteau et pas celui qui tend la main. Quand Bruno Le Maire qualifie aujourd'hui les Républicains de droite identitaire, vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que c'est un mouvement de votre parti ou est-ce qu'il est juste dans la critique? Écoutez, quelle crédibilité je peux porter à Bruno Le Maire, franchement? Excusez-moi, voilà quelqu'un qui, lorsqu'il était dans ma famille politique et lorsqu'il a fait campagne pour la primaire, d'ailleurs a fait un très mauvais score, il a atteint quoi, 3%. Enfin, le ministre de l'économie aujourd'hui, le discours médiocre. Mais en même temps, dans sa campagne, il disait sur tous les plateaux télé, vous avez les images, et dans tous les meetings, qu'il était contre l'augmentation de la CSG. Voilà qu'après, il arrive dans un gouvernement, trahit sa famille politique et se retrouve à faire le contraire de ce qu'il annonçait partout sur les plateaux télé. Donc là aussi, c'est de l'ambition personnelle. Bon, écoutez, pour un plat de lentilles, aller se vendre pour une place au gouvernement, je trouve ça assez minable. Enfin, personnellement, je trouve ça... voilà, quand on a des convictions, on les défend jusqu'au bout. Alors. Et quand vous allez défendre, mettre en œuvre le contraire de ce que vous pensez, quelle crédibilité vous voulez que je porte à la parole de Monsieur Le Maire? Un mot sur Guillaume Pelletier, qui a proposé hier une augmentation du SMIC de 10, 15 ou 20% en échange d'une baisse de charges pour les entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais ça mérite d'être... Là aussi, il fait une proposition, ça mérite d'être versé au débat. Après, lorsqu'on débat de ces sujets, après on fait l'analyse sur l'impact économique, si les entreprises vont pouvoir tenir cette proposition, on va en débattre entre nous. Mais moi, je trouve... On dit que les Républicains se droitisent, vous êtes plutôt en train de vous gauchiser sur cette proposition-là. Non, mais écoutez... Jean-Luc Mélenchon pourrait proposer la même chose. Je comprends... Enfin, quand on dit les Républicains se droitisent, moi, c'est que la presse qui dit des trucs comme ça. Excusez-moi, ça ne veut rien dire. Mais ce type de proposition... Non, mais vous parlez... Vous connaissez que c'est un peu étonnant de la bouche du numéro 3 de votre parti de proposer une augmentation du SMIC de 20%. Non, mais on parle immigration, on se droitise, on parle sécurité, on se droitise. À chaque fois qu'on veut parler des sujets régaliens, on est dans la droitisation pour les journalistes. Après, quand on veut parler de sujets économiques, avec différentes sensibilités, les libéraux, les centristes, puisque nous sommes libéraux, centristes, gaullistes, nous avons plusieurs sensibilités. Pour finir sur ce sujet, Nadine Morano, parce que le temps passe vite avant de parler des européennes, Virginie Calmel, ça a été limogée de la direction, mais aucune sanction n'a été prise contre Thierry Mariani. C'est plus grave de critiquer Laurent Wauquiez que de tendre la main au Front National. C'est la dernière question. Là aussi, enfin, je veux dire, c'est en boucle sur tous les plateaux télé. Mais est-ce que Thierry Mariani a fait un accord avec le Front National? Non, mais Thierry Mariani discute avec le Front National. Et alors, Thierry Mariani a un discours qui tend la main au Front National. Non, mais il est dans une analyse, il a le droit de faire des analyses. Ensuite, est-ce que lui a fait un accord? Non, il n'a pas fait d'accord. Est-ce qu'il a une responsabilité au sein des Républicains? Non, il n'a pas de responsabilité exécutive au sein des Républicains. C'est un ancien ministre. C'est un ancien ministre et il n'est pas dans l'équipe dirigeante. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Thierry Mariani, c'est un ami, ça a été un excellent ministre, un excellent parlementaire. Il a le droit de faire des propositions. Après, à partir du moment où il ne passe pas le Rubicon de faire un accord, après qu'il parle avec Marine Le Pen, c'est tellement hypocrite. Tous ceux qui vous disent « Oh là là, oh le Front National !» Et après, ça claque la bise à la buvette de l'Assemblée nationale, à Marion Maréchal Le Pen, comme M. Thierry Solaire. Arrêtons. Merci Nadine Morano. Juste un mot, vous serez candidat aux européennes et vous voulez être tête de liste ou pas? Vous non, mais souhaitez pas? Écoutez, la tête de liste, c'est dans un an. Mais vous le souhaiteriez, vous? C'est dans un an. Moi, vous l'excluez pas, on va dire, je n'ai
n'exclut aucune hypothèse. Voilà, je suis députée européenne sortante, je connais bien cette institution, j'ai fait beaucoup de travail. D'abord, travaillons sur le projet, et après, on décidera tous ensemble de la tête de liste. Voilà. Merci, pas Nadine d'impatience. Morano, députée européenne, ancienne ministre, d'avoir été notre invitée politique. On passe au débrief de vos propos. Merci Christelle Bertrand, merci. Ariane Mancini. Si elle doit partir, oui, elle s'en va. Elle était notre invitée politique dans Territoire d'Info. Et pour débriefer ses propos et l'actualité, je réaccueille, ils étaient là dans la première partie de cette émission, Jean-Louis Picot du Parisien, vous dirigez le supplément ECO, et Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Donc Nadine Morano n'a pas sa langue dans sa poche, selon l'expression consacrée. Guillaume Doyen, on démarre tout de suite peut-être avec ce qui se passe chez LR. Vous avez entendu ces critiques vives contre Virginie Calmels, contre Thierry Mariani, contre tous ceux au fond qui ne sont pas... Valérie Pécresse. Contre Valérie Pécresse, j'allais y venir encore plus, j'allais dire, il y a passé plus de temps encore. Contre au fond tous ceux qui ne sont pas dans une stricte ligne Wauquiez, comme on dit. Oui, j'ai entendu ça. Moi, je pense qu'au point où on est, ce parti, il doit absolument... la stratégie est pas mauvaise. Il doit, je pense... se rassembler derrière le chef. Voilà, clarifier les choses et au moins se fixer une ligne sur quelques années, au risque de perdre, si vous voulez, sur son centre droit, un certain nombre ou de têtes d'affiche et même d'électeurs. Mais actuellement, c'est tellement brouillé que personne n'est capable de dire quelle est la ligne de ce parti. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un parti sans ligne. Après, on verra ce qu'on peut en penser de cette ligne. Vous partagez cet avis, Jean-Louis Picot? Oui, sauf que c'était un peu le but de l'élection avant que Wauquiez prenne justement la tête, le leadership. Ouais. Donc on est quelques mois plus tard et on voit que c'est toujours pareil. Donc en sont-ils capables de justement se rassembler, au moins au départ, sur une ligne, comme dit Guillaume, commune, pour commencer. Et là, on voit déjà que ça n'est pas possible dès le départ. Donc c'est compliqué. Le clivage, ça va être les européennes, visiblement. Ouais, et puis par ailleurs, il y a aussi le parti de Marine Le Pen. Donc ça aussi, ça compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, effectivement, Nadine Morano évoquait le débat, le fait que chaque fois que quelqu'un chez les Républicains prenait la parole sur certains sujets, la sécurité, les migrants, etc., c'était tout de suite « Ah, mais ça se droitise ». Mais pourquoi on aborde les choses de cette manière? C'est qu'il y a quand même un parti à côté qui est venu prendre des voix chez les Républicains. Donc, qui était au deuxième tour de la présidentielle. Mais voilà, oui. Donc on ne peut pas non plus éviter ce genre de sujet. Ouais, oui, ce que dit Jean-Louis, c'est par qui vont-ils être dévorés, hein? C'est sur leur gauche ou sur leur droite. Voilà. Donc c'est toute la difficulté. Se maintenir. Moi, je pense qu'il y a encore plus de risques pour eux à laisser le parti aller vers une posture un peu macronienne comme ça, parce que l'inverse, quoi. Voilà mon point de vue. On verra ce que ça donnera. Sur la politique migratoire, vous l'avez entendu sur ce plateau tout à l'heure, Guillaume Doyen, vous avez entendu son idée de vouloir associer au fond l'Afrique, l'Union africaine, au fond à l'accueil des réfugiés. Elle a peut-être oublié de dire une chose, c'est que tous ces gens qui partent de Libye... c'est Nicolas Sarkozy qui a contribué à détruire l'État libyen et à faciliter, si vous voulez, tous ces départs-là. Donc oui, la France a une responsabilité quand même. La communauté internationale a une responsabilité dans l'instabilité qui règne actuellement en Afrique du Nord. Elle n'en parle pas, on renvoie la balle aux Africains. Enfin bon, ce sont bien des avions de l'OTAN, des avions français, des avions américains qui sont allés détruire l'État libyen, qui aujourd'hui, effectivement, est devenu un des points de départ de tous ces malheureux réfugiés africains. Et l'idée que la Tunisie, par exemple, qui était la plus proche de l'Aquarius quand il dérivait, puisse accueillir comme ça des réfugiés, Jean-Louis Picot, et que l'Union africaine joue un rôle dans
dans cette affaire ? Que l'Union africaine joue un rôle, effectivement, c'est tout à fait souhaitable, je pense. C'est déjà un peu le cas, mais l'explication telle qu'elle a été présentée là il y a quelques minutes est un petit peu peut-être caricaturale. C'est bien sûr qu'on le sait qu'il y a de la corruption, bien sûr que, mais ça se limite pas à ça. Je veux dire, les problèmes se limitent pas à ça. Vous mettez en cause ce qu'elle a dit par rapport à ce que l'Union européenne verse à l'Afrique comme aide. Quand vous dites bien sûr il y a de la corruption, non, mais parallèle ou pas ? Quand elle parlait qu'effectivement à la tête de certains États par le passé, bon, bien sûr, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique, c'est l'histoire, mais aujourd'hui on ne peut pas s'arrêter à ça et dire quelque part il faut qu'ils règlent leurs problèmes déjà et puis après on verra si on peut faire quelque chose nous aussi. Oui. Les pays du Sud gèrent déjà des flux de population très importants, des déplacements bien plus que nous en fait. Le gros des migrations mondiales se font du sud vers le sud, pas du sud vers le nord. Et puis c'est bien trop tard maintenant. C'est-à-dire que maintenant les faits sont là, donc on ne peut pas revenir en arrière sur tout ça. Tout de même, elle s'est montrée réservée sur l'attitude de Donald Trump, qui applique la tolérance zéro, comme il dit, en matière d'immigration clandestine et qui sépare les enfants de leurs parents entrés illégalement sur le sol américain. Vous avez vu ? Oui, et d'ailleurs d'autres aux États-Unis même, un certain nombre de républicains ont pris leur distance. Dans sa majorité, oui. Dans sa majorité, avec ces méthodes-là, qui jugent parfaitement cruelles et qui, à mon sens, le sont. Oui, Picot. Oui, c'est du Trump, encore une fois, là, sauf qu'il repousse à chaque fois un petit peu la limite. Après, c'est souvent ça avec lui, c'est-à-dire qu'il donne pas forcément la solution, mais souvent il met le doigt sur quelque chose qui existe vraiment, une problématique qui est bien réelle. Donc là, on est effectivement sur des drames, à la fois des drames humains, mais à la fois derrière des choses, bien sûr, comme d'ailleurs Nadine Morano l'a indiqué, là, séparer tout ce qui concernait les trafiquants. Absolument. Et puis aussi les autres. Il y a des situations qui sont pas les mêmes, c'est-à-dire il y a un danger, c'est pas la même chose. Les travailleurs sans papier américains. Voilà, c'est ça, que d'être dans une famille où il y a du trafic de drogue ou du trafic humain, etc., que d'être dans une famille qui est en fuite pour être demandeur d'asile, etc. On peut pas non plus mettre tout ça dans un même sac et dire voilà, on va prendre des mesures. Il faut vraiment avancer cas par cas, ce qui n'est pas évident. Merci Jean-Louis Picot, vous dirigez le supplément Écho du Parisien, vous êtes partenaire de cette émission. Merci d'avoir été là, Guillaume Doyen. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Vous êtes également partenaire de Territoire d'Info. On va passer au Zap Monde, ce qui s'est passé justement cette nuit dans le monde avec cette revue de l'actualité du monde par TV5 Monde, notre partenaire. Les États-Unis se retirent officiellement du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie. C'est comme on a entendu Nikki Haley, on s'attendait depuis un an à ce retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme basé à Genève. Donald Trump a toujours qualifié cette organisation onusienne d'inutile car partiale selon lui, plus en faveur des Palestiniens que des Israéliens. Le gouvernement américain critique le mode de fonctionnement du Conseil des droits de l'homme, la sélection des États membres et son financement. Donc une décision mûrement réfléchie qui s'inscrit dans la continuité de la politique menée par l'actuel président américain. Un président américain plus que jamais en campagne avant le vote crucial de jeudi à la Chambre des représentants sur l'immigration. Donald Trump est venu tenter de convaincre les républicains hésitants de ne pas adopter le texte de compromis négocié depuis des mois avec les démocrates. C'est alors qu'une femme l'interpelle sur son passage. Immigration, financement du mur, statut des Dreamers, Trump espère un règlement global depuis le début de son mandat. En attendant, près de 60% des Américains interrogés s'opposent à sa politique en matière d'immigration, selon un sondage publié mardi. Une action coup de poing
point pour réveiller les consciences. Ces 348 gilets de sauvetage ont été entassés devant le Sénat par un collectif de soutien aux migrants. Le but, interpeller les élus sur le sort des naufragés en mer. Depuis 1993, 35 000 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe. Chaque gilet porte le nom d'un sénateur ou d'une sénatrice. Le sort de l'Aquarius a provoqué une crise en Europe et une forte mobilisation des associations humanitaires. L'ONG Amnesty International a projeté sur la façade de l'Assemblée nationale ces phrases de soutien aux réfugiés. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.